Ok la team, salut, j'espère que tu vas bien, c'est Jérém. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu intermédiaire puisque tu vas le voir, je vais te donner l'avancement de mes portefeuilles, où est-ce que j'en suis sur mon PEA, où est-ce que j'en suis sur la partie crypto-monnaie parce qu'en ce moment c'est pas mal correctif. Les marchés corrigent, le marché action américain corrige, la crypto-monnaie eh bien ça a bien baissé. En temps normal je te fais cette vidéo à chaque début de mois si tu ne connais pas cette chaîne YouTube. Je te fais un suivi complet du portefeuille mais là vu le contexte dans lequel on est, avec l'incertitude sur la partie crypto-monnaie. Et c'est un petit peu, pas forcément la panique encore, mais les gens commencent à s'inquiéter. Il y a, tu sais, un mal-être qui commence à s'installer auprès de pas mal de personnes débutantes qui ont commencé la bourse en 2023-2024 sur les marchés haussiers. Notamment dans ma communauté, je le vois, ça peut faire stresser et c'est normal. Et je me dois de faire une vidéo parce que c'est bien de faire des vidéos quand les marchés montent et quand tout va bien. Mais c'est également important de le faire quand les marchés baissent. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer globalement mon ressenti de marché. Qu'est-ce que je regarde sur la partie action lorsque les marchés corrigent? Quels indicateurs j'utilise globalement? Et ensuite, dans une deuxième partie de cette vidéo, je te parlerai un petit peu de Bitcoin. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a été demandé à plusieurs reprises et j'ai encore eu un commentaire récemment de personnes qui me demandent de parler de Bitcoin à ma façon et d'expliquer un petit peu ce que c'est parce qu'il y en a qui veulent investir mais qui sont un peu frileux, qui ne comprennent pas trop. Et je vais t'expliquer globalement pourquoi Bitcoin, c'est un truc de génie. Donc, on va commencer tout de suite. Tu peux t'abonner si tu aimes bien ce genre de contenu. Ça fait plaisir. Et on part tout de suite sur le marché action. Donc là, je suis sur TradingView, le logiciel, je pense que tu commences à connaître. C'est un logiciel que tu vois partout. Je suis sur le Nasdaq 100. Dans un premier temps, donc il n'y a pas de doute, on voit bien que ça corrige. Par rapport au plus haut, eh bien, on a fait un plus bas à plus de moins 13%. Actuellement, on est à 19 700 points à moins 11% globalement. Première chose qui frappe, c'est que le cours est passé en dessous de sa moyenne mobile 200 périodes. Alors, ça veut tout rien dire, mais quand même, c'est un indicateur qui est relativement suivi par beaucoup de personnes. Et c'est vrai que quand on passe en dessous de la moyenne mobile 200 périodes sur un indice, et même sur des actions, comme on le verra après, mais ça te donne quand même certaines indications. Et si on reste un petit peu trop longtemps en dessous de la moyenne mobile, eh bien, on peut vraiment avoir un marché correctif. Tu le vois, si je dézoome un petit peu, on a eu le marché qui est passé en dessous de sa moyenne mobile à peu près à ce niveau-là, le 27 janvier 2022. Et seulement à partir de mars 2023, il est repassé au-dessus. Et pendant ce temps, eh bien, on a eu une phase de correction. C'était la fameuse année 2022 où les marchés ont corrigé. En l'occurrence, sur le Nasdaq 100, eh bien, on est passé... on a fait combien? On a fait moins de 30%. J'ai pas forcément bien placé ma mesure, mais globalement, on est un petit peu plus de moins 30%. Alors, c'est pas parce que je te le dis, et encore une fois, ceci n'est pas un conseil d'investissement, je te parle vraiment de manière libre et comment je vois les choses, mais c'est pas parce que je vais dire telle ou telle chose qu'il faut forcément l'interpréter comme un signal d'achat ou un signal de vente. Absolument pas. Je te dis ce que je fais, pourquoi je le fais, comment je réfléchis. Je peux me tromper, je suis pas une machine. Personne ne peut prévoir les cours boursiers, mais on peut avoir quand même des indicateurs qui nous donnent des indications, comme tu peux le comprendre dans le mot. Et moi, j'essaie vraiment de regarder objectivement et de réfléchir de manière assez rationnelle. Et c'est exactement ce que je compte faire, encore une fois, dans la suite de cette vidéo. Donc, sur le Nasdaq 100, on corrige. On est passé en dessous de sa moyenne mobile de 100 périodes. Le S&P 500, c'est exactement pareil. Par contre, on corrige un peu moins fortement, on est à moins 10%, on est actuellement à 5638 points, mais on est également en dessous de la moyenne mobile 200 périodes sur le S&P 500 qui sont globalement les deux indices que je suis. Je suis exclusivement sur les États-Unis au niveau de mes investissements, à part ASML, et le Nasdaq 100 et le S&P 500 m'intéressent très fortement. Alors, qu'est-ce qu'il en est au niveau des actions? On va vite aller faire un tour sur les actions du portefeuille idéal. Parce que ça m'intéresse aussi, et notamment par rapport à des indicateurs qu'on va voir juste après. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Amazon, correction évidente, on est en dessous de la moyenne mobile de 100 périodes. Broadcom, on est au-dessus de la moyenne mobile de 100 périodes. Il y a eu une correction, peut-être que c'est en train de se reprendre, mais en tout cas, c'est assez fragile pour l'instant, mais on est encore au-dessus. Google qui commence à arriver sur des prix relativement intéressants avec un price earning ratio qui vient de passer en dessous des 20. Correction, on est vraiment au-dessous de la moyenne mobile de 100 périodes. Meta, pour l'instant, on est au-dessus de sa moyenne mobile. Microsoft, on est vraiment en dessous. On est vraiment passé en dessous. Et maintenant, ce qu'on peut regarder tout simplement, eh bien, c'est la proportion
de valeurs qui composent les indices qui sont au-dessus ou en dessous de leur moyenne mobile 200 périodes. Pour ça, ce qui est bien, c'est que TradingView permet d'avoir pas mal d'indicateurs. Tu en as deux globalement. Tu en as un qui s'appelle le NDTH pour le Nasdaq 100 et un autre qui s'appelle le S5TH pour le S&P 500. Alors, comment on interprète ça? Eh bien, quand on se met sur le NDTH, tu le vois, Nasdaq 100 Stock Above 200 Day Average, qui est actuellement à 41,58. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'actuellement, à l'instant je te fais cette vidéo, on est le 15 mars 2025, il y a 41,5% des actions qui composent l'indice du Nasdaq 100 qui ont leur cours qui est en dessous de leur moyenne mobile 200 périodes. Et ça reste intéressant, pourquoi? Parce que si on dézoome, eh bien, on peut voir que parfois, il y a des corrections et on se retrouve avec carrément des zones où ça reste pas longtemps, mais on a entre 85 et 90% des actions qui sont en dessous de leur moyenne mobile de 100 périodes. Ça a été le cas, si on regarde un petit peu dans le passé, eh bien, ça a été le cas ici, en août 2011. Ça a été le cas ici, en février 2016. Donc ça, c'était le Brexit de mémoire. Ça a été le cas ici, en décembre 2018. Ça a été le cas lors du Covid, en mars 2020. Et ça a été le cas en 2022. Et on voit même qu'en 2022, on a eu un pic où à un moment donné, on était même à 96% des actions, ça n'a pas duré longtemps, hein, qui étaient en dessous de leur moyenne mobile de 100 périodes. Alors, tout ça reste des indicateurs, mais on voit bien que quand même, quand les indicateurs arrivent dans une certaine zone, eh bien, on peut le voir. Si je te superpose tout simplement, par exemple, le cours du Nasdaq 100 et on va se mettre en même échelle de pourcentage, eh bien, ce qu'on remarque, c'est que quand on arrive sur les zones où vraiment on a un nombre important, un pourcentage important d'actions qui composent l'indice qui sont en dessous de leur moyenne mobile de 100 périodes, eh bien, quand cette valeur s'approche de 100%, plus elle va s'approcher de plus 100%, et plus on a de chances de voir le bottom, donc le creux, le bas du marché, avec un retournement par la suite. Donc, pour l'instant, on n'y est pas encore, mais ce qu'on peut voir, eh bien, c'est que on arrive sur des niveaux. Je vais peut-être enlever, je peux peut-être enlever le Nasdaq. On va le cacher, voilà. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un niveau intermédiaire que j'ai tracé. C'est la ligne rouge qu'il y a ici. C'est la ligne globalement des 40%. On le voit, ça a été touché une fois en octobre 2023. Ça a été touché une fois en août 2024. Ça a été touché à ce niveau-là. Bon, c'était quand le marché remontait. Mais globalement, voilà, on a eu quand même des zones intéressantes d'achat dans le passé sur ce niveau-là. Donc, ce qui se passe, c'est que vu qu'on a atteint ce niveau-là sur le Nasdaq 100, c'est pas pour ça que le marché peut pas aller plus bas, mais en tout cas, de mon point de vue, ça commence à être des zones intéressantes d'accumulation. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est que sur mon PEA, eh bien, j'ai rajouté il y a 2-3 jours là, une unité du LQQ, puisque tu le sais, je suis exposé sur le Nasdaq 100 en levier x2 en daily. Et tout simplement, je continue mon DCA, même si à l'heure actuelle, au moment où je te fais cette vidéo, je suis actuellement à moins 20%, allez, moins 19% sur la ligne. Ça fait pas forcément plaisir. Mais étant donné que je suis exposé long terme, c'est pas grave. Eh bien, j'en ai profité pour acheter une unité du LQQ. Donc, normalement, tu le sais, je passe un ordre par mois autour du 20. Là, j'ai passé l'ordre quand tout simplement quand on a atteint ce déclencheur à ce niveau-là. Donc, ça reste encore une fois ma vision des choses. Je trouve que potentiellement, si le marché continue à descendre, eh bien, on arrivera sur des niveaux qui sont encore plus intéressants qu'aujourd'hui. Et c'est comme ça que moi, je vois les choses. Voilà, je m'inquiète pas. Il n'y a pas énormément d'argent sur mon PEA. Je continue mon DCA, même si je te cache pas que je suis un petit peu déçu de Donald Trump pour le coup. Je m'attendais pas à ce qu'il foute autant de bordel. J'étais sorti du marché dans l'attente de l'investiture parce que je me suis dit qu'à tout moment, il y a une dinguerie, il se fait assassiner ou quoi que ce soit. Le marché dégringole étant donné qu'on était qu'on était surtout sur des niveaux extrêmement élevés. Je trouvais que le marché était pas forcément surpricé, mais vraiment on était sur des niveaux beaucoup plus vers le haut que dans sa moyenne normale. Parce que rappelle-toi, je t'en avais parlé, mais j'avais vendu mes positions à ce niveau-là parce que j'estimais que le marché était vraiment un petit peu haut et qu'il avait besoin de respirer. Et le problème, c'est que quand on arrive dans cette situation-là, la moindre étincelle peut vraiment faire exploser les cours
et faire dégringoler très fortement le marché. Je pensais pas que ça viendrait de Donald Trump, mais bon, écoute, c'est comme ça fait partie du jeu, on va pas refaire le passé. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour le futur? Eh bien, je te dirais que de mon côté, je pense que tu l'as compris. Je continue mon renforcement des CA. J'ai un petit peu accentué parce que j'estime qu'on a des niveaux. Tu vois, là, on est revenu à des niveaux sur le S&P 500 qu'on a eu en juillet 2024, donc à l'été 2024. Ça nous a ramené à ce moment-là. Mais le marché peut continuer à descendre. Donc, je surveille activement. Si on va faire un tour au niveau du VIX, tu sais, le VIX, c'est les indicateurs un petit peu de volatilité, mais aussi qu'on appelle indicateurs de la peur. Le VXN pour le Nasdaq et le VIX pour le S&P 500. Et bien sur le VIX, on est allé chercher quand même la zone des 30, c'est la ligne rouge, où on peut commencer à se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une panique vraiment qui s'installe sur les marchés? Là, on a redescendu un petit peu, on est plutôt aux alentours des 20, un petit peu comme si le marché s'était calmé. On est quand même dans l'incertitude, mais les gens ne sont pas non plus en panique totale. On l'a vu sur les actions, on a un petit rebond. Donc maintenant, c'est pas parce que ça rebondit maintenant que ça y est, il faut absolument acheter tout de suite maintenant dans l'espoir que ça remonte. Mais si tu investis sur long terme, ne te fais pas de soucis, franchement, ça va plutôt bien se passer. Moi, j'ai pas trop de doutes à titre perso quant au fait que d'ici peut-être, 6 mois, 1 an, 2 ans, les marchés soient au-dessus des points hauts qu'on a eu. Bon, ça ne reste encore une fois que ma conviction. Pour la partie crypto, par contre, ça va complètement être différent. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a à peu près une semaine de ça. Et je préfère te prévenir parce que je les vois tout de suite, là, les petits malins qui me disent « Ouais, Jérém, t'as vu le point de marché de Yann ?» et tu copies sa vidéo et tu dis la même chose. Absolument pas. Et je peux même te le montrer. J'ai fait l'annonce sur mon Telegram. C'est ici. C'était le 10 mars, comme tu peux le voir. Et j'avais spécifiquement annoncé que je vends 50% de chaque ligne crypto sur Kraken et eToro. Et j'ai expliqué le pourquoi du comment. C'est exactement ce que j'ai expliqué dans la vidéo précédente. C'est que j'ai commencé à réfléchir en termes de facteurs risque et plus en termes de rendement. Donc, si tu veux, je peux te dire exactement. Tu vois, j'avais marqué, nous sommes dans une situation inconnue sur le cycle, dans le sens où la correction, si c'est pas un bear trap, est beaucoup plus violente que ce qui était attendu. Il y a les deux écoles, ceux qui pensent qu'on est sur une simple grosse correction et qu'on va aller sur des sommets par la suite, et l'autre école, en tout cas l'autre moitié, que ça soit influenceurs, youtubeurs, etc., qui globalement pensent qu'on est clairement dans un bear trap et que c'est le début du bear market et que du coup, malheureusement, on a vu les sommets. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que, étant donné que je ne sais pas vraiment ce qu'il en est, j'ai préféré me dérisquer. J'ai préféré vendre 50% de chaque ligne crypto-monnaie, pour la plupart d'entre elles en moins-value, malgré qu'à un moment donné, j'étais en plus-value, mais à un moment, il faut savoir aussi prendre des décisions. Donc j'ai coupé 50% de mes lignes et je me suis dit, si le marché se reprend et qu'on va avoir des sommets plus hauts, tant mieux. Sinon, tant pis, j'encaisse une moins-value latente, mais ça m'évite d'avoir un portefeuille qui globalement va être divisé par 10. Donc, mon ressenti par rapport au marché crypto, je te dirais que je suis pas mal dans le flou. Même si on regarde les différents indicateurs de marché, pour le coup, qui n'ont pas grand-chose à voir avec les cycles précédents, notamment la dominance du Bitcoin qui n'est pas tombée. On attendait qu'elle passe en dessous des 50% pour avoir la fameuse alt season. Ça n'a pas l'air d'arriver, en tout cas, pour l'instant, c'est pas le cas. Maintenant, attention, je suis pas en train de te dire que le cycle est forcément fini, je sais pas. Mais les choses sont vraiment différentes de ce qu'on a pu avoir par rapport au passé. Le fait qu'il y ait beaucoup plus de crypto, les institutions qui sont quand même pas mal dans le marché, qui globalement sont un petit peu plus intelligents que le retail, font que ça reste un marché compliqué, ça reste un marché où faire x2, x3, x4, c'est pas quelque chose forcément de simple. Même si tu prends au début du cycle, il n'y a rien qui te dit que tu vas le faire facilement, il y a toujours le côté émotionnel. Donc voilà, je me suis dérisqué, j'ai coupé la moitié de la position. Qu'est-ce que j'ai fait avec cet argent? Je te dirais pas grand-chose. Si j'ai pris un ETF or sur Interactive Broker sur le portefeuille expérimental, simplement pour voir un petit peu comment ça se passe. J'ai acheté donc du coup l'unité l'ETF Amundi Nasdaq 100 en effet de levier x2, le LQQ. Et pour l'instant, j'ai envie de te dire, je reste en cash et on verra un petit peu comment ça se passe. C'est pas impossible que je rentre à un moment donné dans le marché crypto plus tard, mais plus ça va et plus je commence à me dire que je vais me recentrer sur des choses simples,
des choses qui ont marché jusqu'à présent. Bon voilà, tant pis. J'ai voulu expérimenter d'avoir un portefeuille un petit peu plus étoffé, malgré qu'encore une fois, j'avais pas non plus des milliards de crypto-monnaies, j'en avais 10, 12, principalement des leaders de catégorie. Mais plus ça va et plus mon fort intérieur, plus, je sais pas, mon instinct me dit que je vais rester sur des choses que j'aime et qui sont simples, c'est-à-dire ETF, c'est-à-dire long terme, c'est-à-dire Bitcoin et pourquoi pas un peu d'or en plus de l'immobilier que j'ai. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais te parler un petit peu du Bitcoin. Je vais vraiment t'en parler comme moi je le vois. Hésite pas à me dire en commentaire si jamais il y a une erreur dans ce que je dis ou alors si tu as une vision différente des choses, mais en tout cas, ça ne reste que ma vision. Alors, il faut se remettre dans le contexte d'une époque où Bitcoin n'existait pas. On avait des valeurs refuges qui globalement est l'or. Donc ça reste toujours une valeur refuge. Mais c'est vrai que quand on regarde l'économie et quand on regardait et quand on regardera l'économie de manière globale, eh bien, qu'est-ce qu'on constate? On constate que globalement, les dépenses étatiques augmentent d'année en année. Donc, ça veut dire qu'il faut forcément mettre de plus en plus d'argent pour faire tourner le système. Quand on regarde en France, ce qui se passe, c'est que les impôts sont quasiment au max de chez max. Ils peuvent encore augmenter, mais franchement, on est le pays le plus imposé ou peut-être un des pays les plus imposés au monde. Et malheureusement, la marge de manœuvre, eh bien, elle est assez restreinte là-dessus. Et pour autant, il faut quand même qu'on puisse payer les services publics et tout ce qui va concerner les dépenses gouvernementales et toutes les dépenses de manière générale. Et bien donc pour ça, on fait des emprunts, donc la fameuse dette qui se creuse. Et à l'heure actuelle, on commence à arriver dans des niveaux de dette importants. Aux États-Unis, par exemple, uniquement le remboursement des intérêts de la dette. Et là, je te parle même pas du remboursement de la dette en soi, c'est les intérêts de la dette, représentent plus de 30% de tout ce que collectent les États-Unis au niveau des impôts. Je pense que tu as vite compris qu'à un moment, on ne pourra jamais rembourser tout simplement la dette. Donc, qu'est-ce qui se passe? On emprunte. Pour emprunter, on crée de l'argent, on augmente la masse monétaire, c'est-à-dire qu'on dilue l'argent des citoyens, c'est-à-dire l'argent que tu as dans ta poche est dilué, et c'est ce qui s'appelle l'inflation. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, l'inflation, c'est pas la hausse des prix. L'inflation, c'est la dévaluation de la monnaie. Pour faire simple, il y a 500 ans, tu pouvais acheter un cheval avec 3 pièces d'or. À l'heure d'aujourd'hui, avec ces 3 mêmes pièces d'or, tu achètes le même cheval. Pourtant, il y a 500 ans, il n'y avait pas le dollar. Mais si le dollar existait, peut-être que ces pièces d'or auraient coûté 3 euros. À l'heure d'aujourd'hui, la pièce d'or coûte 500 euros. C'est ce qu'on appelle l'inflation. Et donc, on a l'or qui, jusqu'à aujourd'hui, a été une très bonne réserve de valeur, puisque, comme son nom l'indique, et de par sa fonction, ça garde la valeur dans le temps. Mais l'or a plusieurs petits défauts. Déjà d'une, faut le stocker. Quand tu commences à avoir des gros volumes, je te parle pas du retail, mais pourquoi pas des grosses banques, Fort Knox, etc., qui sont censés avoir des milliers de tonnes d'or, il faut les stocker. Si tu as de l'or chez toi, ce qui peut se passer, c'est que tu peux le perdre, tu peux te le faire voler. Bref, c'est une réserve de valeur intéressante, mais qui a des petites lacunes. Comme par exemple là, les États-Unis te disent qu'ils ont X tonnes d'or en coffre. Toi, de ton côté, malheureusement, tu peux pas aller vérifier la véracité de ces informations. Et quand tu regardes un petit peu tout ça, tu te dis que ça serait quand même cool d'avoir quelque chose qui permet, un petit peu comme l'or, d'avoir une réserve de valeur, mais qui peut être utilisée et où on n'a pas les contraintes de l'or. Cette chose-là, je te l'annonce et je pense que tu as compris, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est vraiment un truc qui est absolument incroyable quand tu commences à vraiment prendre conscience de ce que c'est et de comment ça fonctionne. Donc, c'est vrai que sur le moment, tu te dis, oui, mais c'est un truc dématérialisé, ça n'a aucun sens, etc., etc. Bref, on peut penser un petit peu ce qu'on veut. À l'heure d'aujourd'hui, il faut bien comprendre une chose, c'est que l'argent, c'est quelque chose qui a été inventé par l'homme, tout simplement. C'est un bout de papier. C'est simplement la confiance que tu vas avoir dans ce bout de papier pour échanger de la valeur, des biens, des services, etc. au travers le monde. Et en fait, on se retrouve aujourd'hui avec de l'euro numérique, du dollar numérique. Et pour moi, il n'y a aucun problème d'avoir du Bitcoin qui est numérique. À la différence que le Bitcoin a été fait d'une façon très spéciale. C'est-à-dire que on est sur une quantité finie, comme l'or. L'or, il y a une quantité finie sur Terre, même si on en trouve régulièrement, mais plus on avance dans le temps et plus il est difficile d'en trouver. C'est exactement comme ça que fonctionne Bitcoin. Il y a 21 millions d'unités, pas une de plus. Et plus on va dans le temps, et plus il est difficile d'avoir ces unités-là, de par le minage. Et en plus de ça,
eh bien, tous ceux qui font fonctionner ce qu'on appelle la blockchain, tous ceux qui font fonctionner Bitcoin, eh bien, sont récompensés par la monnaie du système qui est Bitcoin. Donc ça, c'est vraiment une des 5, on va dire, des 5 piliers de Bitcoin. Le fait que ce soit limité en termes de volume, et du coup, bah, forcément, qui dit limité dit pas d'inflation de manière générale. Ensuite, il y a le côté transparence. À l'heure d'aujourd'hui, tout ce que tu peux faire sur Bitcoin, c'est complètement transparent. Tu peux savoir à n'importe quel moment qui fait quoi, même si tu n'auras pas forcément le nom de la personne. Mais en tout cas, sur chaque wallet, ce qu'on appelle chaque wallet, c'est des comptes où tu vas stocker tes Bitcoins. Tu peux savoir qui a fait quoi, qui a envoyé, combien, etc. Il n'y a pas de contrôle, c'est décentralisé. Contrairement à une banque, bah Bitcoin, c'est de partout. C'est dans tous les systèmes informatiques qu'on appelle des nœuds. Les nœuds, c'est quoi? Globalement, c'est si tu fais du minage du Bitcoin, bah, tu as un nœud. Et plus tu as de nœuds, plus le système est sécurisé et décentralisé. À la différence d'une banque, si demain, je sais pas, tu as la Banque centrale des États-Unis qui est centralisée à un seul endroit, si tu fais péter une bombe dessus, bon bah voilà, c'est terminé, la Banque centrale disparaît. Bitcoin, bah, même si une bombe pète sur Terre, c'est pas un souci. Ça va peut-être affecter certains nœuds, mais globalement, le réseau est tellement vaste à l'heure d'aujourd'hui que c'est hyper sécurisé. Il faut bien comprendre un truc, c'est que plus la valeur de Bitcoin augmente, plus les gens ont envie d'en avoir, plus les gens vont miner, plus les gens vont en acheter. Et de par ce principe, eh bien, plus le réseau s'étoffe, plus il est sécurisé, etc. Donc, tu as aussi en point la sécurisation. C'est un système qui, pour l'instant, est inviolable. Donc ça, c'est en tout cas jusqu'à aujourd'hui. Il y en a qui disent que lorsque les ordinateurs quantiques vont sortir, peut-être que Bitcoin sera craqué. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, personne y est arrivé et tu as vite compris que plus on avance dans le temps, plus il y a de nœuds et plus c'est compliqué eh bien, de craquer Bitcoin. Donc là, j'estime qu'on est déjà dans une phase où, et en tout cas depuis longtemps, une phase où ça y est, on ne peut plus rien faire, le système est là. Satoshi Nakamoto, qui est le créateur du Bitcoin, bah, personne ne sait qui c'est. Donc ça évite des problèmes de, tu sais, kidnapping, oulala, Satoshi a été extorqué, etc. Donc ça évite d'avoir une pression supplémentaire sur Bitcoin. Et pour terminer, tu vas avoir un point important qui est que Bitcoin, c'est pas contrôlable. C'est-à-dire qu'aucun État ne peut contrôler Bitcoin. Demain, personne ne peut t'empêcher d'envoyer des Bitcoins à n'importe qui dans le monde, à partir du moment où cette personne a un wallet. Aujourd'hui, en France, si tu veux faire un virement de 2-3 000 balles, eh bien, la banque peut te demander des comptes, des justificatifs, bloquer ton argent. Demain, si tu as envie d'envoyer 200 millions d'euros en Bitcoin à un copain qui se trouve en plein milieu de la savane africaine, il n'y a aucun problème, tu peux et personne ne peut t'en empêcher. C'est pour ces raisons que Bitcoin est Bitcoin et je t'invite vraiment à aller lire le white paper. Si tu sais pas trop lire l'anglais, n'hésite pas à demander à ChatGPT de te le traduire. C'est vraiment incroyable. Quand tu commences à comprendre ce qu'est Bitcoin, tu as envie d'en avoir et crois-moi que si le cours de Bitcoin monte, c'est parce que de plus en plus de monde commence à s'y intéresser. Il y a des gens qui comprennent vraiment, il y a des gens qui sont là pour le côté spéculatif. Quoi qu'il en soit, bah, quand on regarde d'un côté, de plus en plus de gens vont commencer à douter au niveau étatique des monnaies, etc. parce qu'ils comprennent qu'ils ne font pas ce qu'ils veulent, pour peut-être se détourner vers quelque chose de plus sécurisé et de vraiment, en tout cas, où tu as une confiance quasi absolue à l'intérieur, c'est-à-dire l'or et Bitcoin. Ce qui explique que la demande par rapport à la quantité, il y a un déséquilibre, la demande explose, le prix augmente, etc., etc. Sachant que moi, je pense que de mon vivant, je verrai Bitcoin à plus d'1 million de $. Ça ne reste encore une fois que mon avis. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. J'espère que tu n'es pas trop stressé sur ton portefeuille. C'était Jérém, je te dis à la prochaine. Salut.